Cardassac. Bonjour Diane. Bonjour docteur. Bonjour Manuel. Bon, eh bien nous voilà de nouveau à commenter l'actualité. Il y a encore beaucoup de choses. À vous. Alors commençons par une question d'ordre, ça reste politique évidemment, mais plus particulièrement de tactique politicienne. Les Républicains pourraient passer à un accord avec Macron et le soutenir aux prochaines présidentielles. C'est du moins ce que souhaite Christian Estrosi. Comment interprétez-vous la déclaration du maire de Nice? Alors, j'ai vu ça tout dernièrement, effectivement. C'est très curieux. C'est très curieux. Alors, c'est une chose dangereuse. Parce qu'effectivement, c'est appeler les républicains à la rescousse de Macron. Alors, ça a aussi un aspect encourageant, c'est que ça veut dire que Macron a besoin de cette droite libérale pour essayer de se représenter en 2022. Et je trouve en tout cas la manœuvre d'Estrosi parfaitement tordue, ce qui ne m'étonne pas du tout de sa part. Je rappellerai que lors de la première présentation de Sarkozy au présidentiel, la phrase d'Estrosi avait été « Estrosi, c'est le candidat naturel des Juifs », ce qui situe déjà bien le personnage Estrosi. Je ne vais pas élucubrer sur ses origines éventuelles. Il a de très bons contacts avec Israël. Et je crois d'ailleurs, vous venez de me rappeler que il est parti. Il avait fait une donation, je ne sais plus quoi encore. Enfin, toute son action est tournée vers Israël. Alors, c'est ça, donc, c'est la manœuvre qu'il fait pour essayer de donner davantage de chance à Emmanuel Macron pour les prochaines présidentielles. Alors, en plus de ça, on sait que, évidemment, chez les Républicains, on en a parlé lors du dernier entretien, chez les Républicains, il y a toute une frange ultralibérale, sioniste. Donc, il faut savoir aussi, on en parlait d'ailleurs la dernière fois, c'est que dans ce magma des Républicains, il y a de tout. Il y a des cathos, il y a des libéraux. Il y a des gens qui fricotent avec la loge, etc. Donc, que ce soit les libéraux ou l'autre frange crypto-maçonnique, est tout à fait prête à marcher avec Macron pour les prochaines présidentielles. Donc, c'est un petit clin d'œil d'Estrosi. C'est une perche tendue. On va voir ce que ça va donner. En parlant des prochaines présidentielles, il y a un homme politique qui a une autre idée. C'est M. Nicolas Dupont-Aignan. Bon, il a accordé un entretien au journal Var Matin le 20 août dernier. Voilà sa recette pour battre Macron aux prochaines présidentielles. Il faut une large coalition qui regroupe les Républicains, les gaullistes, les souverainistes, les patriotes et le Rassemblement national. 3 conditions: avoir un projet sérieux, se rassembler dans une large coalition et présenter un candidat désigné par une primaire. Alors, qu'est-ce qui vous inspire cette recette? Je crois que ça a donné beaucoup d'importance à cet individu, qui ne représente pas grand-chose, qui essaie toujours de se faire valoir. Il se verrait très bien désigné comme candidat justement de cette pseudo-coalition. Je trouve assez amusant qu'il fasse une différence entre souverainiste et patriote. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est aligner des mots pour ne rien dire, finalement. Et alors, sur quel programme? Ah, il serait peut-être bien qu'il le dise, son programme. Non, c'est pas sérieux. Bon, laissez tomber, ça n'a aucun intérêt. Est-ce qu'on peut allier gaullisme et souverainisme? Ça dépend de l'image que l'on a de De Gaulle. Si on a l'image de De Gaulle, le grand patriote, oui, effectivement. Mais si on a l'image réelle de De Gaulle telle que je l'ai décrit dans mon livre Charles de Gaulle, de la légende à la réalité, c'est un petit peu une autre vision qui se dégage. D'ailleurs, alors, je tiens aussi à faire savoir que je ne sais pas ce qui se passe,
mais il y a une explosion de commandes du livre sur De Gaulle qui est absolument fabuleuse. Je ne sais pas. Alors, je crois qu'on en a parlé déjà la dernière fois. Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui ont joué. Il y a le fait incontestablement qu'on se soit mis sur eBay, qui donne certainement une plus grande visibilité. Il y a aussi certainement, je dois rendre hommage à Jérôme Bourbon à ce sujet-là, le grand entretien qu'il a passé dans Rivarol. Où justement c'était pour l'anniversaire de Gaulle, le 18 juin. Bon, la fumisterie du 18 juin. Donc il y a eu ça aussi. Et puis, il y a, je crois, le fait que nos entretiens, vidéoconférences, etc., ont de plus en plus de visibilité, dans des places à certains. Donc ces trois éléments-là, mis ensemble, font qu'il y a vraiment une explosion. Et je dirais, alors c'est intéressant parce que ça dégage comme sujet d'intérêt du public De Gaulle, la maçonnerie et le nationalisme français. Et curieusement, le complot mondialiste, moins, peut-être parce que je crois qu'on en est à la 5e édition et qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà. D'ailleurs, il va y avoir un livre qui va sortir prochainement qui va le compléter. Donc on verra la suite. Mais là, vraiment, il y a une poussée de demandes. Et là, je pense qu'en fait, le phénomène est le suivant. Il y a la situation actuelle, coronavirus, etc. Les gens se rendent compte qu'il y a anguille sous roche derrière, ils essayent de comprendre tout ça est parti. Voilà. Quelle est l'origine de la chose? C'est ce que je veux dire à dire, c'est pas tout de vous plaindre d'une situation, remonter à la cause. Apparemment, c'est ce qu'un public de plus en plus important est en train de faire. Donc, c'est une bonne chose. En Mediapart a révélé le 24 août dernier que Jean Castex aurait bénéficié, 3 jours après son arrivée à Matignon, de l'arrêt d'investigation judiciaire portant sur la gestion de déchets dans la communauté de communes Conflans-Canigo, dans les Pyrénées-Orientales, qu'il présidait jusqu'à sa nomination au poste de Premier ministre. Un commentaire? Oh que oui! Oh que oui, parce que vraiment c'est tout de même curieux. Les deux dernières nominations, que ce soit Castex que ce soit Darmanin, sont deux personnes qui ont des casseroles accrochées. En effet. Est-ce que parce que la République se cherche des gens vulnérables pour mieux les tenir? Oui. Tu fais ce que tu discutes pas, sinon bon, on laisse les plaintes remonter, etc. C'est tout de même très curieux. C'est ça la République. Alors, là, monsieur machin chouette. Castex. Non, pas Castex, Dupont-Aignan, qui dit projet commun, etc. Pour la République. Ben voilà la République, ce que c'est. Alors justement, les enquêtes soupçonnées concernant Jean Castex, les enquêteurs soupçonnaient plusieurs infractions au code de l'environnement, donc pollution, et au code du travail illégal. Une source proche du dossier rapporte l'abandon des investigations a été brutal et inexpliqué. Ah mais on peut l'expliquer, non? Est-ce que M. Macron... Voyons, ça coule de source. Coule de source, il suffit de remonter à l'Élysée. M. Macron a remis un coup d'arrêt. Voilà ce qu'est la République, pour ça qu'on dit République. Alors, le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'arrêté municipal qui rendait le port du masque obligatoire dans le centre-ville. Dans sa décision, le juge des référés estime que l'obligation du port du masque est une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Souhaitez-vous commenter cette décision du tribunal? Oui, effectivement, c'est intéressant. Ça. Alors, il n'y a pas que la directive européenne ou je ne sais pas quoi, là, que vous avez cité. C'est tout simplement anticonstitutionnel. Tout simplement. Ce gouvernement, enfin ce pouvoir macronien, prend des décisions sans tenir compte de la Constitution. C'est une atteinte à la liberté du citoyen, point à la ligne. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs, communauté européenne, etc.
Donc voilà, encore une fois, comment Macron gouverne. C'est une dictature. Je répète, c'est une dictature. C'est tant que les Français comprennent. À Lyon, ça sera la même chose, je pense. Il y a des démarches qui ont été faites à Lyon pour obtenir Tout à fait, non, mais apparemment, ça commence à donner des idées à d'autres. Donc on va voir. Et alors pour renforcer cette dictature sanitaire, Jacques Attali annonce qu'il faudra isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Pouvez-vous revenir sur le plan qui anime ce néfaste personnage? Alors, sur ce sujet-là, je vais en parler dans ma prochaine conférence de demain. Bon, je vais tout de même répondre à votre question. Et je voudrais rappeler ce que désirait déjà un certain George Soros, de la même confrérie, quand il disait qu'il fallait détruire la famille. Donc c'est là, tout est là, sous prétexte sanitaire, bien entendu. Donc voilà, non mais Attali, incontestablement, est un personnage particulièrement dangereux. Et je vous dis, je vais en reparler dans la conférence de demain. On reste encore sur le coronavirus, mais là c'est une chose intéressante qui s'est passée au sein de la Commission européenne. Alors la Commission européenne a annoncé qu'avoir réservé 225 millions de doses d'un potentiel vaccin contre le Covid-19 auprès du laboratoire allemand CureVac, ainsi que 300 millions de doses du vaccin en préparation chez Sanofi, 400 millions chez l'américain Johnson & Johnson, et cette même commission a par ailleurs signé le 14 août dernier un contrat d'achat anticipé avec un groupe pharmaceutique suédo-britannique appelé AstraZeneca, pour 300 millions de doses encore, avec une option pour 100 millions de doses supplémentaires. Est-ce que vous souhaitez commenter cette frénésie d'achat? Oui, alors là, c'est tout de même assez interpellant, comme on dit, parce que commander un vaccin, avant de savoir s'il est efficace, s'il ne va pas avoir des répercussions sur la santé de la personne, ça me semble tout de même un petit peu léger. En plus de ça, on sait par l'expérience de recherche pour d'autres vaccins, concernant d'autres maladies, qu'on ne trouve pas un vaccin comme ça en quelques semaines ou mois. Donc, il y a visiblement derrière tout cela une manœuvre. Ils veulent absolument nous injecter quelque chose en nous disant que ça va être efficace pour notre santé. Bon, je dis attention, casse-cou. Toutes ces millions... C'est pas possible, scientifiquement ça colle pas, ça tient pas à la route. Je ne savais pas s'ils sont en train de commander tous ces millions de doses en prévention pour éviter que, par exemple, d'autres gens soutiennent la théorie du Oui, comme pour les masques, je sais, ça a été une des entourloupes du pouvoir macronien aussi. C'est de dire, ah oui, on n'a pas eu les masques parce qu'on s'est les fait faucher par d'autres méchants, etc. Oui, mais gouverner, c'est prévoir, non? L'OMS utilise l'intelligence artificielle pour surveiller les opposants aux masques et aux vaccins. Que vous inspire cette information? Big Brother. Big Brother. Que ce soit Bill Gates. Non, l'auteur de... Ah, Orwell. Orwell, que ce soit Orwell, que ce soit l'autre avec 1984, on est en pleine dictature mondiale. C'est 1984, et c'est la même chose du Brother et 1984. L'autre, c'est Aldous Huxley. Et l'autre, c'est Aldous Huxley. Et donc, c'était déjà annoncé, et on en voit vraiment le déroulement aujourd'hui devant nos yeux. Alors, les rigolos qui disent qu'il n'y a pas de complot mondial, je voudrais les avoir en face de moi et les forcer à lire jusqu'au bout toutes les déclarations qui annoncent ce que ces gens-là vont faire. Alors, je ne sais pas si vous allez me poser d'autres questions à ce sujet-là. Non, mais c'est notamment, on en parlait tout à l'heure, Adrien Abosit. Adrien Abosit, c'est un cas, ça.
Qui dit qu'il y a une machination derrière. Oui, alors, est-ce que lui-même n'est pas une machination pour discréditer justement la réalité? C'est la question qui se pose. Et puis il se prétend être grand catholique, mais est-ce que être catholique, c'est pas justement intégrer cette notion de complot? Non, mais vous connaissez très bien la démarche d'Abbesite pour se faire connaître. Alors, grand catholique, peut-être, j'en sais rien. Deuxièmement, grand défenseur du maréchal Pétain. C'est la même démarche qu'a fait un peu plus tard Zemmour, avec les mêmes résultats satisfaisants pour eux. Donc ce sont des moyens pour ces gens-là pour faire passer leur petit discours. Mais quand on voit quel est leur discours, on se dit, mais toi mon petit bonhomme, pour qui travailles-tu? Est-ce que vous pouvez revenir sur l'interdiction de l'hydroxychloroquine, puis la levée de cette interdiction en catimini? Tout à fait. Bon, on en a parlé, je crois, la dernière fois dans le... Oui. Donc, c'était... ça venait de sortir, je crois qu'on en a parlé la dernière fois. Et c'est très intéressant. Alors, petit rappel historique. C'est au mois de janvier, je crois, que Agnès Buzyn, avec son coreligionnaire Jérôme Salomon, ont décidé par décret que l'hydroxychloroquine était un poison. Donc, bannissement de l'hydroxychloroquine, qui existe depuis, je crois, près de 70 ans environ, qui a soigné différentes maladies, dont la malaria, sans que des gens soient morts les uns après les autres d'une pandémie. Bon. Donc c'est tout de même curieux qu'on interdise un médicament qui a fait ses preuves, y compris dans d'autres maladies. C'était comme si on voulait, au moment où Agnès Buzyn a dit, rappelez-vous, dans son entretien au Monde, qu'elle avait prévenu le président Macron et le Premier ministre Édouard Philippe de ce qui allait arriver, etc. Dans le même temps où elle faisait savoir qu'elle savait ce qui allait arriver, elle privait les Français du seul médicament actuellement que l'on connaisse qui a pu sauver des vies, comme l'a démontré le professeur Raoult. D'où tous les misères, tous les poux dans le crâne qu'on cherche au professeur Raoult. D'ailleurs, il est menacé de radiation. Alors, la menace de radiation n'est pas récente. J'ai vu qu'il y a une nouvelle demande de radiation qui a été faite. Et là aussi, j'en ai parlé déjà depuis longtemps. Et j'avais fait d'ailleurs le parallèle entre cette demande de radiation, déjà qui a au moins 3 mois facilement, avec celle qui avait été rendue contre le professeur Joyeux, parce qu'il s'était opposé aux vaccinations d'Agnès Buzyn. Toujours la même, c'est curieux. Et puis aussi, j'avais signalé que le professeur Perron, qui a fait des déclarations très dures dernièrement et qui a sorti un livre remarquable à ce sujet-là, était aussi sous la menace de radiation de l'ordre des médecins. Bon, alors, je voudrais, Emmanuel, que vous nous disiez qui est derrière cette association qui a porté plainte contre le professeur Raoult, que l'on s'amuse un petit peu. Oui, alors les sociétés suivantes sont partenaires de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Alors on va commencer par le laboratoire Sanofi, le laboratoire Gilead, le laboratoire GlaxoSmithKline Vaccine, notre laboratoire Eumedica, Experf, Biofilm, Correvio, MSD, VIV Healthcare, Valneva et Sanofi Pasteur. Tout ça donc c'est toute la clique de Big Pharma que ce malheureux professeur Raoult dérange avec son petit traitement à 12 €. Non mais vous vous rendez compte, la perte pour ces malheureux? Ah franchement. Ah bah surtout, il est accusé d'avoir enfreint 9 articles du Code déontologie médicale. Ah bon? Oui, c'est... non, mais quels sont les termes alors? Pourquoi? C'est juste... En quoi? C'est un petit article, ça a été relayé par Florian Philippot. C'est sorti dans le Figaro. Titre Covid-19, le professeur Raoult visé par une plainte à l'ordre des médecins.
La Société de pathologie infectieuse estime que le chercheur marseillais a enfreint 9 articles du Code déontologie médicale. Ah bon? Et lequel? Je ne dis pas. Ah ben, il faut bien de le dire. Ah ben, c'est facile de dire ça. Moi, je ne les ai pas. Ils estiment que... Alors, nous, on peut les accuser, ces laboratoires, d'un complot. Ah oui, Par exemple. un complot, oui, j'ai bien des complots contre la santé, non seulement des Français, mais des autres populations à travers le monde. Ah bah, avec tous ces millions de vaccins, ils vont forcément faire beaucoup d'argent. Ah oui, d'autant que Bill Gates, rappelez-vous, encore lui, a dit que oui, probablement une seule injection ne serait pas suffisante. Il faut des rappels. Non, mais vous ne trouvez pas qu'on se fiche un petit peu des populations? Mais il n'y a pas de complot. Non, il n'y a pas de complot. Je vous assure, il n'y a pas de complot. Non, c'est normal, ils font tout ça pour nous guérir, ils ne pensent pas à leur Ah, ils nous aiment tellement. Hein. Pour finir de terminer ma réponse à votre question, donc c'était interdit par la Busine et son coreligionnaire Salomon. Et malgré tout, le professeur Raoult a pu continuer à faire le traitement avec l'hydroxychloroquine. Je ne sais pas où il est allé le trouver, mais en fait, il l'a trouvé. Et alors, curieusement, on a appris, et c'est à ça que je faisais allusion dans ma réponse la dernière fois, lors de notre dernier entretien, on a appris que Jean Castex, le jour de son improvisation, levait l'interdiction de la vente d'hydroxychloroquine. Et rappelez-vous ce que j'avais dit pour nos auditeurs, allez voir votre pharmacien, demandez-lui s'il y a moyen d'obtenir de l'hydroxychloroquine. J'ai eu quelques réponses qui toutes étaient identiques. Mon pharmacien m'a dit qu'il ne pouvait pas délivrer, que c'était interdit. Donc l'information officielle n'a pas été envoyée aux pharmaciens. Oui, mais auparavant, ça pouvait être sans prescription? Oui, donc avec prescription, bien entendu. Ah ben, bien entendu. De toute façon, je l'ai toujours dit. Les médicaments, ça ne se prescrit pas comme ça. Hein. C'est pas au supermarché. Oui, donc c'est pas un des auditeurs qui a pu aller à la pharmacie et demander les hydroxychloroquine. Non, j'ai demandé que l'on pose la question. Voilà, si mon médecin me prescrit de l'hydroxychloroquine, est-ce que vous pouvez me la donner? Oui. Point. Donc, sur présentation d'une prescription. Donc voilà comment, encore une fois, le gouvernement de la République, ils ont été, je ne sais pas pour quelle raison, ils ont été obligés de céder sur l'interdiction de l'hydroxychloroquine, mais surtout que personne ne le sache. On va passer à un autre sujet qui est passé un peu en silence, on va dire. Il y a 63 tombes qui ont été profanées au cimetière de Lanenza. Oui, c'est un détail. Il n'y a pas d'inscription particulière, mais il y a eu des dégâts très importants, donc beaucoup de tout ce qui était en marbre cassé. Mais écoutez, mon cher Emmanuel, remplacer les croix chrétiennes par des étoiles de David, là il y aurait une visibilité. Il y aurait un déplacement du Premier ministre, du Président de la République. Non, mais c'est ça la République, voyons. Mais d'ailleurs, aux informations, souvent quand ils montrent les profanations de cimetières, ils mettent donc cimetière juif, cimetière musulman, Et on donne cimetière chrétien, alors que ça non, écoutez, et cimetières municipaux. Ils mettent même pas chrétien. Il n'y a pas. Et la chrétienté n'existe plus, c'est bien connu. Mais voilà, ça révèle ce qu'il y a de sous-jacent derrière cette République. Voilà, c'est la haine totale et intégrale, la volonté de faire disparaître le christianisme par tous les moyens possibles et imaginables. Selon un sondage IFOP, 74% des musulmans de moins de 25 ans font passer leurs convictions religieuses avant la République. Y a-t-il une leçon à tirer de ce constat? Évidemment, c'est la leçon que les chrétiens devraient en tirer. J'aimerais voir le même genre de sondage pour les jeunes chrétiens. Il n'y a plus de chrétiens. Non, c'est le peu qui reste. Est-ce que ces sondages, est-ce qu'on peut en croire à ce résultat? Oui. Est-ce qu'on peut se dire que les gens qui ont répondu sont des vrais musulmans ou pas? Est-ce qu'ils sont des déracinés comme c'était souvent?
Admettons que ce soit vrai, ce que je voulais dire dans ma réponse, c'est admettons que ce soit vrai, on souhaiterait que ce soit la même réaction du côté des catholiques. On va passer à la prochaine. On va laisser les gens réfléchir à votre réponse. Dans une tribune dans le magazine Marianne, Natacha Polony a écrit le suivant. La France paye aujourd'hui l'abandon de son école. Elle le paye économiquement, elle qui ne peut plus se prétendre une nation d'ingénieurs et techniciens. Professeurs, nous avons besoin que vous retrouviez cette fierté d'œuvrer pour la nation, et en particulier pour ses enfants les plus fragiles. Nous avons besoin que vous soyez persuadés que chaque jour de transmission des savoirs est un jour essentiel de progrès des Lumières. Est-ce que vous souhaitez commenter les dires de Madame Polony? Elle est très ambiguë, cette femme. Parfois, elle dit des choses pas mal, intéressantes, et sa déclaration en partie est intéressante. Mais pourquoi cette allusion aux Lumières? Je vais vous dire tout de suite. C'est le passe-droit. Ah oui, c'est le sésame. C'est le sésame. Lumière. Alors, je dis, le début de sa déclaration, rien à redire, tout à fait raison. Mais si elle n'a pas compris que la volonté de la République aujourd'hui est de créer des générations d'abrutis, de gens sans aucune mémoire nationale de leur histoire, et absolument incapables de concevoir quoi que ce soit. Elle parle d'ingénieurs et d'architectes, etc. À continuer à fabriquer des imbéciles comme aujourd'hui, à l'école, avec M. Blanquer. Parce que c'était déjà dans les faux principes des Lumières, ces idées-là. En fait. Et de toute façon, moi je soupçonne Mme Polony d'être un maçon sans tablier. Maçon et je pense aussi sioniste. Parce qu'elle, par exemple, elle a animé... D'ailleurs, Polony... Ça vient de Pologne Non, peut-être pas, mais... non, par exemple, elle a animé un colloque à la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, par exemple, avec Alexandre Adler. Oui, mais justement, tous ces gens. Rappelez-vous ce que j'avais dit la dernière fois, mais j'attends qu'une loge m'invite du fait de mes travaux sur la maçonnerie. Comment c'est-elle qu'elle soit invitée? Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'elle soit invitée, mais pourquoi je ne suis pas invité, moi? Ah, c'est curieux. Pourquoi? Aurait-il peur que je leur mette sous les yeux leur propre texte? Non mais voilà, vous voyez comment j'aime bien raisonner par l'absurde. Je pense que j'ai tout de même une certaine visibilité quand on voit tout de même les dizaines de milliers de gens qui à chaque occasion regardent nos vidéos. Bon, on présente tout de même un certain poids. Et puis surtout, il y a une démonstration au sujet de la maçonnerie, au sujet de la démarche juive mondialiste. Alors, on m'insulte, ça ne me dérange pas particulièrement, mais si on m'insulte sans m'inviter pour débattre, c'est qu'on a peur de ce que je pourrais dire devant un public ignorant. Donc je trouve ça très intéressant. Cette question au sujet de Polony donc permet de développer le sujet. Donc vraiment j'attends qu'on m'invite. Alors, ça risque pas d'arriver, je pense. Pourquoi le CRIF ne m'invite pas? Parce que vous êtes peut-être persona non grata. Bon, ça coûte quand même 900 €. Ah, il pourrait peut-être essayer de me convaincre, non? Non, et je pense qu'il préfère exclure carrément. Donc, ça vous adhérez dès le début, alors c'est un cas perdu. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a affirmé sur RTL que d'ici 2 ans, l'économie française devrait avoir retrouvé son niveau d'avant la crise. Pour cela, le ministre a affirmé « Je souhaite que les Français dépensent ». Souhaitez-vous commenter ce souhait du ministre? Et serait-ce efficace? Dépenser. Alors, le problème, bon, je comprends, il n'a pas tort, en fait, il n'a pas tort. Le problème, c'est que si les Français, du fait de la crise, n'ont pas dépensé, c'est par peur de l'avenir. Quand on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, bonne vieille expression qui veut bien dire ce que ça veut dire, ben, on essaie de ne pas dépenser, on s'assure des réserves.
Alors, il est évident que si on ne réinjecte pas de l'argent dans l'économie, ça gêne le redépart de l'économie. Enfin, il n'y a pas que les petites économies des Français pour que marche un État. Il y a l'action de l'État lui-même. Or, l'action de l'État lui-même est contraire justement au développement de l'économie française. Donc c'est bien gentil cette déclaration du petit Le Maire. Mais c'est culpabiliser une fois de plus les Français. Voilà. C'est de votre faute. Exactement, bravo Diane, tout à fait. C'est pas de notre faute, c'est de votre faute. Ce sont des pervers ces gens-là, et rappelez-vous tout de même que la destruction systématique de l'agriculture, de notre industrie de pointe, entre autres, au bénéfice de l'étranger, pour nous rendre dépendants, je regrette beaucoup, c'est pas avec les économies des petits Français qu'on va remettre la machine en marche. Tout part de l'État. Donc si ça ne marche pas, c'est la faute de l'État. Puis quelles économies la plupart des Français, il faut qu'ils Alors, quand on entend que Madame Brigitte Macron a voulu changer son service de table, a voulu redécorer un des salons d'apparat de l'Élysée. Ça a coûté quelques centaines de millions d'euros. Et ceci, et ceci, et cela. Qui donne l'exemple. Il donne l'exemple. Ça, je ne sais plus, je me disais peut-être qu'il y a un ministre qui a dit qu'il fallait dépenser parce que les Français, pendant le confinement, ils ont épargné je ne sais pas combien. Et cet argent dormait, il ne faut pas qu'il dorme, il faut qu'il le dépense. Oui, mais j'ai même entendu dire que l'État a envisagé de pouvoir taxer les économies des Français. Comment voulez-vous que les Français aient confiance dans l'avenir devant de pareils discours? Donc, révoltez-vous et mettez à bas ce régime. Mettre à bas, on peut peut-être attendre encore un petit peu. Alors, il y a eu une réaction aux Hearst qui ont opposé les forces de l'ordre et des groupes de Maghrébins à Paris pendant et après le fameux match de Paris Saint-Germain à la Ligue des Champions. C'est Michel Onfray, il a accusé le pouvoir d'acheter la paix sociale au profit d'une guerre civile. Il s'étonne de la manière dont la situation a été gérée par les forces de l'ordre. Je cite, il a dit « Je vois bien que les gilets jaunes se font fortement tabasser par les forces de l'ordre, mais pas là. Monsieur Onfray estime que le pouvoir sait très bien que s'il est répressif, la violence va augmenter. » Est-ce que vous souhaitez commenter? Son truc est intéressant, c'est d'ailleurs un très curieux personnage, Onfray. Il fait des déclarations tout à fait intéressantes. Et à côté de ça, on se dit, mais il a compris ou il n'a pas compris? Il peut être très contradictoire. Mais il enfonce des portes ouvertes, là. C'est évident que la République ne veut pas toucher à l'immigration. Ne va pas toucher au trafic de drogue dans les quartiers. Et alors, Onfray pense que c'est par peur. Oui. Ça peut être pour une autre raison aussi. C'est que ça fait partie de la destruction de la société, par la drogue. Petit rappel au protocole du Sage de Sion, entre autres. Donc, en fait, on tire sur les petits Français, mais on ne tire pas sur les dealers et sur les casseurs. Et je voyais encore dernièrement un journaliste, je crois, qui évoquait le danger qui pourrait venir d'autodéfense de la part des Français. Mais ça va devenir nécessaire. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis. Exactement. Exactement. C'est pour ça, rappelez-vous, je l'ai dit, inscrivez-vous dans des clubs de tir pour pouvoir avoir légalement une arme chez vous. Voilà, c'est vrai, il a raison sur ce point quand il dit que le pouvoir sait très bien que s'il est répressif, ça va augmenter. Souvenez-vous des émeutes de 2006. Oui, mais bien entendu. Le problème, c'est que plus on laisse faire, plus ça empire. Oui. Donc un jour ou l'autre, ça va péter, ça va saigner. Pour ça, je vous dis, armez-vous.
Le problème, c'est que ça fait longtemps qu'ils laissent faire, donc les gens sont installés. Mais c'est fait exprès. Pourquoi croyez-vous qu'en dépit de cette population criminogène, puisque tout de même on nous parle des attentats islamistes, etc., si réellement ce sont des attentats islamistes, ben on essaye de ne pas faire entrer, encore et toujours, aujourd'hui, encore plus, une cadence environ 100, 150 000 par an. Il y a un problème là, c'est donc qu'il y a une volonté derrière, qu'il y a un complot. Voyons. Et je l'envoie à la gueule de ceux qui disent que Ploncard ne parle que de complot. Eux, quand ils disent qu'il n'y a pas de complot, sont des complices du complot. N'est-ce pas, M. Rissen? N'est-ce pas, M. Abovit? Pour qui travaillez-vous? Le magazine Valeurs Actuelles a représenté la... Et entre autres, hein, la liste n'est pas exclusive. Pardon, Diane. Oui, il n'y a pas que Rissen et Abovit qui nient le complot. Lesquin. Orion. Entre autres. Le magazine Valeurs Actuelles a représenté la députée Obono en esclave noire enchaînée, ce qui a provoqué les foudres médiatiques et politiques. Souhaitez-vous ajouter un... Bon, j'avoue, entre nous, je n'ai pas suivi l'affaire, parce que il y a des choses plus importantes que ça. Alors, faites-moi un petit topo là-dessus, j'essaierai de vous répondre. Valeurs Actuelles a fait un feuilleton estival, comme il fait à chaque fois, et dans une des parties, ça parlait de l'esclavage en Afrique, et il y avait une image d'Obono caricaturée, et elle portait effectivement une chaîne, et voilà, c'était pour Valeurs Actuelles dénoncer le fait que les Africains n'avaient pas été neutres dans la traite négrière. L'esclavage, tout à fait. Et qu'eux-mêmes avaient été... Non mais c'est évident. Oui, vous avez eu comme collaborateur à la traite des Noirs, vous avez eu les armateurs juifs et les trafiquants d'esclaves arabes. Pendant 15 siècles. Et justement, certaines tribus africaines également. Oui, tout à fait. Mais justement, les musulmans sont des Africains quand même. Bien sûr, vous disiez... Et d'ailleurs, j'en avais parlé, je crois, dans le dernier entretien. Et je crois que j'avais attiré l'attention sur le fait que la famille Traoré descendait justement d'esclavagistes. Alors on vient nous faire tout le cinéma sur les Noirs, les Noirs, les Noirs. Moi, je respecte les gens, quelle que soit leur couleur. Simplement, je cesse de les respecter le jour où ils se comportent comme des sauvages. D'ailleurs, ce jour-là, ils sont ni noirs, ni blancs, ni autre chose, ce sont des sauvages. Et les sauvages, on les élimine. Alors oui, je regrette, bien entendu, mais je ne suis pas un rêveur quand même, mais je ferai remarquer que si Valeurs Actuelles avait voulu faire de l'histoire sérieuse, elle aurait pu rappeler le rôle des grands armateurs, commerçants israéliens, juifs, qui avaient fait le commerce de la chair noire, et notamment une famille bien connue, Mattes-France, la famille Mattes-France, entre autres. Mais là, on sait très bien que Valeurs Actuelles est une revue sioniste, ils ne vont pas faire ça. Donc tout ce monde-là surfe sur ces petits problèmes agités depuis l'affaire Floyd aux États-Unis. Black is beautiful, white is awful. Le blanc est sale, comme ils disent. Le blanc est sale, c'était quelque chose que j'ai entendu pendant que Sarkozy régnait sur la France, c'est métissez-vous, le blanc est sale. Mais en fait, c'est la poursuite de la culpabilisation de l'homme blanc. On a culpabilisé les Français avec la colonisation. Ah, c'est épouvantable. N'empêche, s'il n'y avait pas eu la colonisation, ils ne seraient pas tous ici chez nous aujourd'hui. Parce que leurs parents ne seraient pas nés. Ils ne sont pas contents qu'ils rentrent chez eux. Oui, mais c'est des déracinés, eux. Ils ne sont pas chez eux. Chez eux, c'est pas depuis l'Algérie. Chez eux, c'est... Non, mais c'est ça le drame. C'est ça d'où ils sortent. Vous savez très bien que j'en ai déjà parlé de ça aussi. C'est ça le drame pour nous et pour eux. C'est que cette politique mondialiste fait d'eux des déracinés. Ils ne sont pas chez nous, chez eux, et ils sont plus chez eux. Donc pour eux, je comprends très bien leur drame intime. C'est pour ça qu'il faut changer la politique. Ce n'est pas en continuant à accepter cette immigration sans fin qu'on réglera le problème. On ne fait que s'enfoncer, et les enfoncer eux aussi.
Et en revenant sur le métissage imposé, la marque française Aigle a dû se plier à l'idéologie dominante en affichant une belle blonde enlacée à un Africain. Alors, je crois qu'elle n'était pas enlacée, mais elle était tout contre. Oui, bon, c'est égal. Donc, black and white. Alors, là encore, je ne vais pas faire du racisme primaire. Il se peut que un homme noir ou un homme blanc tombe amoureux du noir et vice-versa. Bon. Mais ce envers quoi je ne suis absolument pas d'accord dans notre ligne politique, c'est la politique de métissage. La promotion. La promotion du métissage. La promotion de l'obligation, on dirait Sarkozy. Les problèmes personnels restent des problèmes personnels, on n'a pas à intervenir. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est cette volonté du mondialisme, du métissage, systématique. Parce que ça n'apporte rien à personne. Et d'ailleurs, même les cas personnels, est-ce que ça tient dans la durée? Il y a un vieux proverbe qui disait « Marie-toi à ta porte avec gens de ta sorte ». Bon, ça peut paraître très brutal, très sectaire, mais il y a un fond de vérité. Pourquoi? Parce que gens de ta sorte, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins la même culture. Ça rapproche. Gens de ta sorte, bon, gens de ta sorte, je serais moins partisan de ça parce que ce serait faire de la lutte des classes. On rejoint la lutte des classes, c'est-à-dire les petites classes ne peuvent pas monter parce que les grands restent toujours en haut, etc., etc. Moi, ça me choque un petit peu. Mais là aussi, dans la mesure où on n'a pas la même éducation, quand on connaît tout de même les difficultés de vie d'un couple, il ne faut pas rajouter des problèmes raciaux en plus. Certain. Et alors, quel intérêt auraient les mondialistes à promouvoir le métissage? Faire perdre la notion d'identité, tout simplement. La destruction des racines nationales. Et justement, alors, non seulement par le métissage qu'on cherche à nous imposer, c'est notre identité nationale, notre mémoire nationale, notre histoire qu'on cherche à effacer, mais aussi pour ceux que l'on nous envoie, qui perdent aussi leur spécificité et leur mémoire nationale. J'ai déjà eu des courriers notamment de personnes de confession musulmane disant « mais on ne sait plus où on est nous ». Donc ma réponse est très simple. Vous êtes ce que vous êtes, vous croyez à votre religion, moi je n'ai pas d'opposition à faire avec ça, je préférerais que vous soyez catholique, ça pourrait rapprocher davantage. C'est ce que la Troisième République n'a pas voulu, puisque le père de Foucault disait que si on ne les convertissait pas, dans 50 ans, on serait dehors, et à quelques semaines, il avait vu juste. Bon, donc je fais un petit rappel historique par la même occasion. Il est certain que tout le monde perd dans cette histoire de métissage mondial. Alors, pensez-vous, comme certains nationalistes, que la solution réside dans la création de bastions blancs? Non. Ça serait non. comme en Afrique du Sud? Non, 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 parce que de bastion en bastion, on se retrouve nulle part. On se bat sur son terrain, on garde son terrain, et si on peut, on l'agrandit. Moi, je suis pour un impérialisme français. Point. Se réunir entre gens de même couleur et nationalistes, forcément, n'aiderait pas à justement pouvoir reconquérir petit à petit les territoires perdus? Mais exactement, mais c'est évidemment ça. Oui, donc c'est ce que proposent certains nationalistes avec leur bastion blanc. Non, 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 c'est pas... Non, le terme de bastion est dangereux. Je me rappelle à la fin de l'Algérie française, certains parlaient de partition. Oui, partition. Et quand on commence à parler de partition, c'est déjà une position de faiblesse. Ah. Oui, c'est déjà une position de vaincu. De défaite. De défaite, oui. Position de défaite. On se met en position de défaite. C'est jamais bon. Stratégiquement, c'est jamais bon. Où on a la force de maintenir ce que l'histoire nous a légué, et c'est notre héritage, et on se bat pour l'héritage, bien on a perdu et on disparaît.
Alors, le docteur Dickès est décédé le 28 août dernier. Avez-vous un mot à son égard? Je connais un petit peu ses écrits. Bon, c'était toujours la même chose. Bon, c'était pas mal. Mais il fait partie de ces gens qui se retrouvent bien dans tous les milieux. Point. Pas de vague. Pas de vague. Tranquille. Alors, question suivante. Qui est Olivier Pichon et comment s'est-il trahi suite à la garde à vue d'Alain Soral? Bon, Olivier Pichon est une vieille connaissance, si je peux dire. Je l'avais accroché à une certaine époque parce qu'il avait partie de ces individus comme Bernard Anthony, comme Serge de Beketch, comme Lescun aussi, je crois me souvenir, comme toute une série de gens de nos milieux qui avaient soutenu les thèses gnostiques des abbés de Tanoirn et Célier. Apparemment, il se plaint que je l'ai insulté. Je ne l'ai jamais insulté. J'ai mis en garde. Je me suis plutôt étonné de leur prise de position favorable à ces abbés, du fait de leur position gnostique, ce qui serait démonstratif tout de même soit d'une non-connaissance de ce qu'est la gnose et des dangers de la gnose, soit d'une complicité. Alors, si M. Pichon estime que c'est une injure envers lui, je regrette beaucoup, ce n'est pas une injure, je mettais en garde simplement. Mais ça, c'est la grande tactique de ceux que je dérange, quand je les mets sous le projecteur, je les insulte. Jusqu'à présent, c'est plutôt moi qui reçois des insultes vraiment bien caractérisées, et passibles de poursuite d'ailleurs, mais je ne tiens pas à perdre mon argent, puisque je risquerais de perdre, il gagnerait, donc, comme Lescun l'a fait à plusieurs reprises contre moi. Alors, en plus de ça, j'avais creusé un petit peu le personnage de Pichon, et si je ne me trompe, il aurait des origines maranes espagnoles, ce qui expliquerait sa compatibilité avec Bernard Anthony et compagnie. Et Beketch, puisque tous trois, enfin, en tout cas Anthony et Beketch, ça c'est sûr, ont des origines maranes, que j'ai documentées. Ils ont peur que vos propos fassent fermer la chaîne TV Liberté. Bah, ils peuvent toujours dire qu'ils ne sont pas d'accord avec mes propos. Ouais. Oui, ça va, non. Attendez, je voudrais faire un petit commentaire supplémentaire. C'est que dans ce genre de réponse dilatoire qu'a fait Pichon, il y a aussi un autre qui est pas mal dans son genre, c'est Marcel Bild, qui avait été interpellé aussi par une personne qui disait « Pourquoi vous ne l'invitez pas ?» Il dit « Pancart de ça, je ne connais pas. » Ah oui, mais c'est assez facile, assez facile. Donc voilà, courage Puyon. On va continuer dans le milieu, donc cette fois à propos d'Alain Soral, parce que dans son dernier entretien, il y a un de ses auditeurs qui a posé une question vous concernant. Comment avez-vous interprété sa réponse et comment expliquer son soutien à Le Pen? Difficile de vous répondre, parce que Soral est un personnage complexe. Vous savez très bien, contrairement à ce qu'il dit, vous savez très bien, puisque vous collaborez aux questions-réponses, que je cite assez souvent Alain Soral dans ses propos. En effet. Ce que lui, en tout cas ces derniers temps, ne fait pas. Il l'a fait à une certaine époque, et notamment, il l'avait fait quand j'avais rappelé le rôle détestable du décret Crémieux. Oui. Et donc, je regrette beaucoup, je voudrais, si M. Soral m'écoute, qu'il sache et qu'il aille voir sur nos entretiens et conférences, je fais assez souvent allusion à ces déclarations, soit quand elles sont bonnes, soit quand elles sont, à notre avis, pas bonnes et préjudiciables, pour lui notamment, de par la violence et le manque d'élégance de certains de ses propos. Donc c'est une mise en garde amicale quand je fais ces commentaires qui peuvent paraître négatifs. Quand il dit que c'est au petit de rallier le gros, c'est pas une question de petit ou de gros, c'est une question
de ligne doctrinale. Oui. Quelle est la ligne doctrinale d'Alain Soral? Je ne vois pas très bien à quoi on pourrait se rallier. C'est du négatif. Et le négatif qui est utile, puisqu'il met en garde sur telle et telle chose. Mais il arriverait au pouvoir. Au nom de quel principe? Avec quels alliés? Avec un Christian Boucher qui est sataniste? C'est une des principales choses que je lui ai reprochées il y a quelque temps. Comment se fait-il qu'il y a 2 ans environ, il ait pu faire toute une journée ou 2 journées à Nantes avec comme intervenant Christian Boucher qui est officiellement et revendiqué comme sataniste appartenant à l'Ordo Templi Orientis. Il y a un problème là. Donc, pour ça que je vous disais que répondre à Soral est toujours difficile parce qu'il a des aspects positifs et des aspects particulièrement dérangeants. Alors, son gaullisme, son lepénisme, etc., quand on sait qui était De Gaulle, et je renvoie encore une fois à mon livre sur De Gaulle, et qui était Le Pen, et je renvoie au livre Histoire d'une trahison concernant Le Pen, ou bien il fait ça parce qu'il pense que c'est porteur et rentable financièrement, mais moi je ne mange pas de cette soupe. Donc voilà, Soral, alors il me fait un certain éloge en disant que je n'ai pas cédé comme certains au charme du national-sionisme. Merci beaucoup, je n'ai pas besoin de ces compliments. Je peux le citer si vous voulez. Non mais si vous voulez, en revanche... Donc, oui, il y a des aspects positifs chez lui. Chaque fois que c'est le cas, dans notre ligne doctrinale, on le cite, on applaudit. Quand ce n'est pas le cas, on le dit aussi. Ne lui en déplaise. Mais on va dire, il dit bon, que la personne m'a demandé pourquoi est-ce que ER ne relaye pas vos conférences, entretiens, etc. Alors on ne le fait pas non plus. Et lui, il a dit, bon, pourquoi est-ce que M. Plancarassac ne relaye pas les vidéos dans la salle? Non, mais on commente, on ne va pas tartiner sur toutes ces interventions. Quand il y a des choses intéressantes, on pique la partie intéressante pour en parler, c'est tout. Alors, que pensez-vous de sa volonté de créer un front de la foi, en quelque sorte? C'est son terme employé. Voilà. Quelle foi? Oui, c'est ça. Celle de Quelle l'autre. foi? Alors quoi? Alliance des chrétiens et des non-croyants? C'est quoi? C'est du nouveauchisme. Ce sont des mots. Ce sont des mots, justement, je ne cède jamais là-dessus. Et rappelez-vous, une des phrases qui figure en tête de notre lettre d'information à la politique, cette phrase, cette déclaration de Monseigneur Freppel. On ne se relève jamais de l'abandon des principes. Si on veut construire, c'est sur des principes. Or, ces gens-là, Soral comme les autres, ils font du blabla. Quels sont leurs principes? J'aimerais les connaître. Sur quoi baseraient-ils leur action politique s'ils étaient au pouvoir? Nous, on a une ligne directrice, on a une doctrine. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle Le nationalisme français. Tout un chacun peut se référer à ça, c'est clair, c'est net, c'est basé... J'ai rien inventé, j'ai repris que la ligne. Votre père avait écrit les doctrines du nationalisme. Et mon père avait écrit les doctrines de nationalisme. Tout ça, on est, je le dis souvent, nous sommes des transmetteurs. Nous n'avons rien à inventer, nos aînés ont déjà bien défini la chose, on a une ligne doctrinale, et j'aimerais que ceux qui font beaucoup de vent, dissidence, etc., le mot dissidence d'ailleurs m'insupporte, ça ne veut rien dire. Se dire nationaliste en définissant ce qu'est le nationalisme, ça veut dire quelque chose, c'est du positif. Ça parle aux gens. Et d'ailleurs, ceux qui nous rejoignent de plus en plus venant de tous les horizons possibles, c'est parce qu'ils se rendent compte que c'est un socle solide. Mais alors, son terme de front de la foi... Là encore, ce sont des mots. Oui, non, mais... Quelle foi? Quelle foi? Son terme de front de la foi semble coller avec une certaine stratégie. Front de la foi avec son sataniste Christian Boucher. Oui, c'est moi terminé. C'était dans l'idée que musulmans et chrétiens allions-nous contre le judaïsme mondialiste. Mais... C'était ce que disait également, je ne sais plus quel musulman, au Vatican. Oui, je sais très bien. C'est la formulation qui me semble bizarre. Là. Et front de la foi. Non, c'est le front
face à un ennemi commun, chacun gardant sa foi. C'est totalement différent. Vous voyez la différence? Moi, ce que je prône, c'est l'alliance avec tous ceux qui souffrent de la démarche mondialiste, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient musulmans ou ceci, peu importe, simplement, on est face à un danger commun, on s'allie face à ce danger commun. Il n'y a pas de front de la foi là-dedans, je regrette beaucoup. Mais si l'ennemi commun, c'est du n'importe quoi, c'est de la tour de Babel. Le mondialisme est contre les religions et surtout la religion catholique. Contre les nations surtout. Contre les nations. Contre tout, dans les nations, parce que les nations sont eux-mêmes traductrices et porteuses d'une certaine tradition, à la fois politique et à la fois religieuse. Donc, en fait, ce que veut le mondialisme, c'est l'homme uniforme, sans aucune mémoire, n'étant qu'un simple consommateur des multinationales, c'est tout. En résumé, c'est ça. Et derrière tout ça, la main qui dirige le monde, dont je parlerai demain. Alors vous aviez repéré aussi une certaine incohérence entre ces propos sur l'humanisme et la chrétienté? Tout à fait. Tout à fait. Le terme humanisme est un terme tout de même d'origine maçonnique. C'est un des camouflages de la démarche maçonnique. Et quand on est catholique, quand on est chrétien, on n'a pas besoin de se référer à l'humanisme. Ce serait pencher dans cette notion de l'homme qui se fait Dieu. C'est-à-dire qu'avant, c'était Dieu au centre de tout, avec l'humanisme, c'est l'humain au centre. Maintenant, c'est l'homme qui est au centre, justement. C'est pour ça que le terme de humanisme me dérange et que je dis que c'est d'origine maçonnique. Donc, il faut faire attention au sens des mots. Et là encore, il faut toujours remonter au sens premier du mot, et non pas à toutes les variations. Quand certains disent « vous êtes un fasciste », vous leur demandez, faites-moi une description de ce qu'est le fascisme, ils sont incapables. D'autres vous disent, ah, vous êtes un nationaliste, etc., vous êtes passéiste, etc. Monsieur, madame, c'est quoi le nationalisme? Ils sont incapables. Donc voilà, ce sont des mots. Et moi, ça m'insupporte. J'en ai par-dessus la tête de cette bande de dissidents qui alignent des mots qui ne veulent rien dire, qui ne sont pas porteurs d'un message politique. Ils font du contre, ça a son utilité dans la mesure où ils mettent en garde envers certaines choses, et notamment vis-à-vis du mondialisme et de certaines communautés. Mais par ça, donc j'estime que ce genre de travail a une part d'utilité, mais ce n'est pas la fin du travail. Alors, suite à cet entretien que Soral a donné, Rissen s'est exprimé sur le réseau social Gab. Je le cite. Dans le dernier épisode de Soral répond, un internaute demande à Alain Soral pourquoi ER ne relaie jamais les vidéos de Kardashias. Il faut savoir que tous ceux qui ont relayé ou soutenu d'une manière ou d'une autre ce cinglé de Kardashias ont été tôt ou tard en but à des attaques de sa part, souvent calomnieuses. Il est comme ça, Kardashias. Certains parmi eux, après avoir subi ces colibés, n'ont rien trouvé de mieux à faire que de se réconcilier avec ce taré congénital. J'ai bien ma petite explication sur ces étranges rapprochements, mais pour le moment, je la garde pour moi. PS, Serge de Beketch, que j'ai un peu côtoyé, l'appelait Plomplon le dingo. Il y a bien une raison. Et donc il vous porte, là c'est moi qui parle à nouveau, il vous porte une haine féroce. Comment lui répondez-vous? Bon. Eh ben, il me porte une haine féroce et je le comprends, le malheureux, puisque j'ai démasqué, j'ai été vraiment le tout premier à démasquer son petit jeu avec Éric Zemmour, et comme quoi il devenait le porte-coton de Zemmour et de sa politique d'entrisme dans le milieu catholique. Et pourquoi cet entrisme dans le monde catholique? Ben, je vais le répéter encore une fois, c'est que l'intelligentsia juive, qui fait tout
pour détruire la chrétienté en se servant de l'immigration. C'est pour ça que ça rentre, et ça rentre, et ça rentre, et ça rentre. Maintenant que cette masse immigrée, majoritairement musulmane, devient de plus en plus antisémite du fait des crimes d'Israël impunis, contre lequel l'Occident dit chrétien ne réagit pas, et donc complice, alors les milieux juifs de France commencent à prendre peur. Et ils voudraient, c'est là toute la stratégie de Zemmour, contre laquelle j'ai mis en garde à plusieurs reprises, c'est toute la stratégie de Zemmour, de dire aux chrétiens, unissons-nous, il n'est pas le seul d'ailleurs, Goldnadel est pas mal dans son genre. D'ailleurs, je crois que dans le prochain numéro de la politique, on va faire un article sur lui en particulier. Donc voilà, ils prennent peur maintenant de ce qu'eux-mêmes ont créé, c'est l'histoire de Frankenstein, le créateur de Frankenstein, qui se trouve face à un monstre qui lui tombe dessus. Ben voilà. Or, j'ai démantelé le petit jeu de Rissen, qui s'est fait, je ne sais pas comment appeler ça, je le laisse face à sa conscience. Il est devenu le porte-coton de Zemmour et de sa stratégie sioniste. Alors, je rappellerai aussi tout de même pour la petite histoire, sa fameuse vidéo où il me menaçait et menaçait mes collaborateurs, dont vous, Diane, de révéler vos adresses, etc., me menaçant de mort, et souhaitant que le jour où je serai mort, on puisse aller déféquer sur ma tombe. Quand je vois que certains, dont Monsieur le Vicomte Henri de Lesquen, Duplessis-Cassot, de Médina, de Sade, ont applaudi à ce discours, je me dis, c'est ça un aristocrate? Ah, mais peut-être du fait de ses ascendants, ça s'explique. Donc, il ne faut pas jouer avec moi. Quand on m'attaque, je sais très très bien répondre, et Rissen a perdu une bonne occasion, encore aujourd'hui, de la boucler. Parce que c'est lui qui se détruit. Il est tellement vulgaire, il est tellement dans les caniveaux, il ne justifie en rien sa position et son alliance avec le Front Juif, car au fond, c'est ça. Et en plus de ça, quand il m'accuse d'avoir accusé les Juifs d'avoir brûlé Notre-Dame de Paris, premièrement, c'est un menteur, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'était un crime d'État. Mais j'ai souligné qu'un certain nombre d'entités, de rabbins, avaient applaudi en rappelant que c'était sans doute une vengeance de Yahvé du fait que Saint-Louis avait fait brûler des exemplaires du Talmud devant le parvis de Notre-Dame, ce qui est une histoire historique, une erreur historique, puis c'était pas là, c'était en place de Grève. Donc ils commencent par apprendre un petit peu l'histoire. Donc voilà, une fois de plus, Rissen démontre qu'il est en soutien de la position juive. Et d'ailleurs, quand il parle de Serge de Beketch, il dit que vous êtes dingo. Alors Beketch, justement, j'en parlerai aussi demain, mais je vais déjà en parler maintenant. Beketch m'avait invité tout début à Radio Courtoisie et à écrire dans sa revue. Ça a duré tout un temps, jusqu'au moment où je me suis mis à gratter un petit peu sur la nouvelle droite, sur la gnose des années en question, dont on a parlé tout à l'heure, dénoncer les crimes d'Israël contre les Palestiniens, etc. Et je me rappellerai d'une des dernières émissions, je me demande si ça n'a pas été la toute dernière, parce que j'avais tout de même participé à ces émissions de Beketch sur Radio Courtoisie, quoi qu'il ait pu en dire par la suite, pendant environ 2 ans. Et j'ai encore les enregistrements. Alors quand il dit qu'il m'a invité à quelques reprises par pitié, c'est un menteur. Je dis bien, c'est un menteur.
J'ai les enregistrements. Et lors de cet entretien, à un moment donné, je ne sais plus à la suite de quel crime d'Israël en Palestine, j'avais relevé cet épisode-là. Et j'avais nommé justement la politique d'Ariel Sharon. Réponse de Serge de Beketch. C'est un homme comme lui qu'il nous faudrait. C'était ironique. C'était ironique de sa part. Pas du tout. Pas du tout, Diane, pas du tout. Alors j'ai regardé un petit peu interloqué, puis je lui ai posé les questions. Mais vous voulez rire ou quoi? Non, non, c'est un homme comme lui qu'il nous faudrait. Et donc à partir de là, j'ai compris. En plus de ça, j'avais reçu, ou j'ai reçu quelque temps après, je ne me rappelle plus si c'était avant ou après cette fameuse émission. Je veux bien continuer à vous accueillir à Radio Courtoisie et dans le Libre Journal, mais je ne veux plus que vous parliez du Club de l'Horloge. Je ne veux plus que vous parliez de la Blose et des abbés de Talon-Armé-Cellier, etc., etc., etc. Je lui ai dit merde. Et c'était d'ailleurs, dans un des tout derniers numéros, tout premier numéro de la politique, il y a mon communiqué que je lui ai envoyé en disant au revoir et pas merci. D'ailleurs, bon, je vais vous envoyer. Donc voilà pourquoi, pour répondre à cette référence de Rissen à Beketch, il me traite de dingo. En plus de ça, grâce à un de mes correspondants, j'avais appris que le mot Beketch a une signification en hébreu. Beketch en hébreu veut dire longue redingote. Donc Beketch est un nom juif. Donc voilà pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai eu une irritation à un moment donné, dommage, je crois que je ne l'ai pas gardé, ou je ne sais pas ce que l'ordinateur sur lequel je l'avais, j'ai pas pu garder le document. Comme quoi il me traitait de tous les noms possibles et imaginables, mais il ne répondait pas à la question. Un peu comme Rissen. Mais alors, Beketch vous accuse et dit que vous l'avez menacé de dire aux gens de désabonner de son journal si ne vous invitez pas. Mais je vais vous envoyer le lien. Jamais de la vie. Bon, il est certain que dans la mesure où je démasquais Beketch, ça incitait un petit peu à la chose. Mais je ne l'ai jamais dit comme ça. Je suis plus subtil. Et pour revenir sur Hervé Rissen, vous l'avez comparé à raison la dernière fois d'être une sorte de Léo Taxil du 21e. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Ça, je crois que ma comparaison tient la route. Parce qu'il a écrit de nombreux écrits. Exactement, c'est exactement la même démarche qui a trompé ces bons petits catholiques. Donc, pour rappel, Léo Taxil était un membre, je ne sais pas à quel degré exactement, de la maçonnerie, et qui un beau jour publie, je ne sais plus où exactement, une confession disant voilà, je suis maçon, j'ai découvert ce qu'est la maçonnerie en réalité, c'est épouvantable, je vais pouvoir vous faire des révélations sur la maçonnerie, etc., etc. Il s'est mis à tartiner un certain nombre de livres, alors évidemment les milieux catholiques étaient béats, etc., etc. Et puis un beau jour, Taxil a dit bon, je me suis bien moqué de vous. Tout ce que j'ai raconté, c'était des fariboles. La maçonnerie, c'est pas du tout ça, etc., etc., etc. Donc voilà, comparaison que j'ai faite, que vous faites très bien de rappeler, Diane, merci, avec Rissen. Rissen a tartiné sur le judaïsme, etc., etc., etc. Et puis maintenant, il prend leur défense. Parce que c'est un fonds de commerce, c'est juteux finalement, les milieux catholiques. Ah, mais bien entendu, Et tout ce qui peut paraître comme antisémite fait vendre dans nos milieux. Le problème, c'est qu'à un moment donné, à mon avis, il a eu peur des retombées et il s'est vendu. Il s'est vendu. De toute façon, dans ces livres, on n'apprend rien de nouveau. Rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, c'est du copier-coller, il n'y a rien de personnel. C'est des compilations. Ce sont des compilations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent des fois « Oh, comment pouvez-vous dire ça va de Rissen, etc. » Lisez ces livres.
je n'ai pas besoin de lire ces livres, je n'apprends rien. D'ailleurs, excuse-moi Manuel, mais mais je sais, je peux dire que j'ai lu. Les compilations, ce sont des travaux maçonniques souvent. On compile des textes Tout à de fait. droite à de gauche Tout à sans fait. jamais rien En effet. sortir. Et puis rappelez-vous cette allusion qu'elle m'avait fait à un de mes correspondants qui visiblement était de gauche, ou avait été de gauche, et qui avait connu Rissen dans les milieux de l'ultra-gauche, et qui me disait, mais vous savez, le brusque antisémitisme de Rissen, avec ses livres, à mon avis, vient d'un litige qu'il a eu avec un de nos collègues juifs, et il s'est pris la tête, et il a voulu se venger. Alors, je ne peux pas affirmer la chose, c'est évident, mais c'est tout de même un témoignage de quelqu'un qui a connu Rissen dans les milieux de l'ultra-gauche, juif. Milieu duquel il dit qu'il ne vient pas. Il dit qu'il n'a jamais... Mais oui, mais bien entendu. Non, il a dit la chose en disant oui, j'y étais en 1960. 1928. 28, ouais, Or, j'ai une vidéo où il est au micro de Meta TV où il parle qu'il parle de Trotsky, je crois. Trotsky, la figure, etc. Il était un peu discuté d'où il venait. Justement, à mon avis, ces milieux d'ultra-gauche juifs, à mon avis, c'était des milieux trotskistes. Non, mais c'est dans la ligne. C'est dans la ligne. Donc voilà, Rissen, mon petit bonhomme, je comprends que tu passes des nuits pénibles parce que je t'ai mis à poil, mais calme-toi, ce sera mieux pour ta santé. Ça va bien se passer. Question suivante. On passe à l'international cette fois. Jugé par l'importante manifestation qui a eu lieu le 31 août à Berlin, les Allemands semblent très réticents à la dictature du port du masque. Comment expliquez-vous ce réveil du peuple allemand face à la léthargie des Français? Très intéressant. Justement, c'est curieux parce qu'on dit tout de même le peuple allemand très discipliné. Mais là, incontestablement, les premières manifestations dont j'ai entendu parler, et vous aussi d'ailleurs, viennent d'Allemagne, notamment une manifestation monstre à Berlin. Alors, il est évident qu'il y a un élément supplémentaire en Allemagne, mais contrairement à ce que nous avons en France, c'est qu'ils ont un parti qui s'appelle l'Alternative für Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne, qui a une composante visiblement, alors il y a plusieurs tendances, une tendance libérale un peu frileuse, mais aussi une tendance quelque peu revancharde. Vous voyez ce que je veux dire? Nostalgique. Et donc ils ont ce parti-là qui est tout de même visiblement d'une autre trempe que ce que nous avons avec le Rassemblement national lepéniste, qui en fait ne fait rien. C'est pour ça qu'elle est régulièrement invitée sur les ondes de façon à ce qu'elle apparaisse comme le seul candidat d'opposition à Emmanuel Macron, et que la petite opération qui en 2017 a signé un marché se reproduise en 2022. Donc voilà, c'est ça qui explique la différence. En Allemagne, il y a tout de même un parti qui tient quand même la route et qui téléguide les Allemands, alors qu'en France, on n'a rien. Il y a nous, mais nous sommes tout de même une petite voix. D'ailleurs, ce n'est pas une action de masse. Je n'ai jamais voulu que mon action soit une action de masse. Vous savez très bien que ce que je veux, ce que j'ai voulu dès le début, quand j'ai relevé le flambeau de mon père en 2001, c'était de créer une élite politique. Parce que c'est ce qui nous manque depuis l'épuration gaulo-communiste, qui a ravagé les milieux de droite nationalistes. Tant qu'on n'aura pas une masse suffisante de cadres formés, on ne pourra pas rêver d'une restauration, quelle qu'elle soit. Oui, donc une rééducation, une formation, une réinformation. C'était d'ailleurs ce que vous souhaitez faire et a voulu faire Salazar toute sa vie. Mais exactement. Tout part de la doctrine. Il y a de bonnes doctrines
qui permettent d'épanouir l'homme, il y a de mauvaises doctrines qui le détruisent. Donc il faut faire le choix, et si on veut travailler au bien commun, il faut mettre en valeur les bonnes doctrines. C'est ce que j'essaye de faire pour créer cette élite. Un officier français est accusé d'espionnage au profit de la Russie. Il est notamment poursuivi pour intelligence avec une puissance étrangère portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Pouvez-vous nous en dire davantage? Bon, je n'en sais pas plus que ce que vous dites là exactement, parce qu'on n'a pas, à ma connaissance, on n'a pas d'autre chose, on n'a pas la motivation exacte, c'est une accusation pour l'instant, de Madame Parly. Alors, pour petit rappel de cette dame Parly, je voudrais rappeler qu'il y a plusieurs mois, presque un an maintenant, elle annonçait qu'elle souhaitait élever au grade de général, à titre posthume, Alfred Dreyfus. Comme hommage de la République. Donc voilà quelle est la personne. Alors bon, que la République macronienne s'attaque à un officier français qui aurait, par idéologie compatible, passé des informations à la Russie, je le comprends parfaitement. Mais par contre, ils ne vont jamais s'élever contre des fuites par d'autres officiers français au profit des États-Unis et d'Israël. Et qui sont, à mon avis, bien plus nombreuses. Ben, évidemment. Évidemment, elles sont constantes. Espionnage industriel, espionnage tactique, tout. Donc voilà la réponse que j'ai à faire à votre question, j'en sais pas plus, et je trouve ça curieux qu'on n'ait pas davantage de détails sur cette accusation. Il suffit par exemple de voir la réaction de plusieurs hommes et femmes politiques quand Snowden a révélé l'affaire Prism, de espionnage des États-Unis envers ce qui sont... Envers le monde entier. Envers le monde entier. C'est pas bien, oh là là, mais pourquoi? Il faut s'excuser, il faut arrêter, il ne faut pas faire ça. Oui, mais j'ai pas vu de gens se révolter ou demander des explications ou quoi que ce soit. Non, mais c'est toujours à sens unique. Bon, la République macronienne est évidemment une république américano-sioniste, ça c'est clair et net. Donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Et tout ce qui peut nuire à Poutine, bon, ils essaient de le faire. Donc je ne sais pas si vous allez parler de la nouvelle accusation contre la Russie, de l'empoisonnement de ce... Pas tout de suite, juste après. On en parlera juste après. Maintenant, on va parler d'autre chose. C'est l'armée israélienne qui a revendiqué des frappes aériennes nocturnes contre des positions du Hezbollah au Liban, au long de la frontière libano-israélienne, en réponse aux tirs du mouvement vers ses soldats. Donc voilà ce qu'ils ont dit, je cite, « Il y a eu des tirs depuis le Liban vers les soldats israéliens. Les soldats ont répliqué à l'aide de fusées éclairantes et de tirs. Puis, au cours de la nuit, les hélicoptères de combat et les avions ont frappé des postes du Hezbollah. » Bon, que prépare Israël selon vous? Rappelez-vous ce rappel que j'avais fait déjà de la campagne de 2006 d'Israël au Liban. Oui. Curieusement, ça faisait suite à l'attentat de Rafik Hariri, qui était le premier ministre libanais à l'époque, dont la Syrie a été immédiatement accusée. Et moyennant cette accusation, on ne voyait pas très bien quel pouvait être l'intérêt des Syriens de faire ça. Immédiatement après cette accusation, la Syrie a été poussée à quitter le Liban, alors que la Syrie venait de pacifier le Liban qui sortait de plusieurs années de guerre civile, attissée par Israël, avec ses alliés chrétiens au Liban, dont Samir Jaja, grand ami, comme c'est curieux, de Bernard Anthony. Il a déjà fait ce rappel à plusieurs reprises. Donc, l'armée syrienne étant partie à l'époque, Israël, gros malin, a cru qu'ils allaient pouvoir rentrer comme dans du beurre dans le Liban.
problème, c'est qu'ils se sont heurtés au Hezbollah, déjà à l'époque, et qui était certainement moins aguerri et moins armé qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, la hantise d'Israël, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah qui participe à la conquête de la Syrie, et qui, tous les jours un peu plus, avec les Syriens, avec les Iraniens, avec l'appui russe, mettent en miettes le rêve du grand Israël. Donc tout est là. Et l'attentat de Beyrouth du 4 août dernier, ça a été quoi? C'était une mini-bombe atomique, qu'on appelle bombe tactique. Et rappelez-vous, je faisais remarquer que curieusement, encore une fois, c'était préférentiellement le quartier chrétien qui a été quasiment complètement détruit, dont 10 églises. Et des prêtres, je vais donner le témoignage des prêtres, qui confirmaient la chose. Donc voilà, on voit toujours cette même main sioniste défendant ses intérêts, oui, mais seulement toujours le crime, le sang, par ces attentats à travers le monde. Et ça va être le sujet de ma conférence de demain. Là, on voit, si je peux me permettre, là, on voit un classique de la propagande de guerre. C'est-à-dire, nous n'attaquons pas, on nous attaque, nous nous défendons. C'est nous, on n'a rien fait. Israël a toujours été l'agresseur. Parce que je regrette beaucoup, quand les premiers colons juifs sont arrivés en Palestine grâce à la protection anglaise, c'était déjà une agression contre les Palestiniens, et ça n'a pas cessé. Alors, pouvez-vous revenir sur l'empoisonnement de Navalny, dont nous avions parlé le mois dernier, et de la récente réaction de la Russie? C'est une énième tentative de mettre en accusation la Russie et Poutine, bien entendu. Alors Navalny ne pèse rien. Il ne pèse absolument rien politiquement en Russie, donc c'est pour essayer d'en faire un martyr, pour essayer de créer sa stature, mais c'est rien du tout. Alors supposez qu'il ait été empoisonné. Mais n'importe qui peut l'avoir empoisonné. Pourquoi les Russes? C'était un poison qui était similaire à ce qui s'était passé en Angleterre. En Angleterre, bien entendu. Mais là aussi, on peut dire à qui profite le crime. Je ne vois pas pourquoi, si les Russes, si Poutine, le méchant Poutine, voulait empoisonner cet opposant politique, tout petit opposant politique, il n'y a pas d'autre moyen que ça. Un accident de la route, c'est vite venu. Pourquoi le poison? C'est tellement cousu de fil blanc, il faut vraiment être plus bête que nature, ou vraiment complice de complices, pour marcher dans ce genre de combine. Alors bien entendu, les Anglais, une fois de plus, ont sauté à pieds joints sur l'affaire. Et la jante Madame Merkel, qui a accusé, oui, je sais, nous savons, c'est Poutine. C'est lui qui a fait ça. Sans preuve ni rien. Ils ont reçu l'ordre, c'est Poutine. C'est Poutine. C'est Poutine. Alors, on va partir de la Russie de l'autre côté de l'Atlantique. Donald Trump a laissé la porte ouverte à une éventuelle grâce présidentielle d'Edward Snowden. Plusieurs parlementaires européens ont depuis appelé le président américain à traduire cette pensée en acte. Pensez-vous que Trump devait gracier Snowden ou pas? C'est possible. C'est possible, mais vous savez très bien ce que je pense de Trump, il est tellement imprévisible que je ne sais pas comment. Je sais pas. Est-ce que vous croyez qu'il peut, par exemple, vu les élections qui arrivent, vu qu'il est en face, il est peut-être c'est possible, je pense que ça pourrait être payant auprès de son électorat. Peut-être stratégique. Mais c'est un personnage d'une complexité, mais invraisemblable. Alors, je mets tout de même encore en garde certains de nos milieux qui le prennent comme un homme providentiel. Je regrette beaucoup, mais quand on voit cette politique pro-israélienne comme jamais aucun président de la République avant lui n'avait fait ça, politique des États-Unis sous la direction de son gendre Jared Kushner,
qu'on me permette de rester quelque peu dubitatif. Mais à côté de ça, il semble faire le ménage dans l'état profond. Mais oui, mais ce sont des mots. Où est le nettoyage? Par exemple, avec l'affaire Epstein, je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre que Trump, ça ne serait pas... Je pense que Trump peut le faire parce qu'il a donné assez de gages pour. Oui, il y a ça aussi, d'accord. Le Pizzagate, tout ça... Alors, mais là aussi, il est obligé tout de même de donner certains gages à son électorat, parce que des trucs comme ça qui touchent à la morale familiale, etc., dans l'électorat qu'il a, ça passe pas. Donc s'il ne fait rien, au prochain coup, tu passes pas, mon vieux. Et sur le plan économique, Pareil. Non, mais c'est un personnage très complexe. Oui, tant si. Attendons et voyons venir. Très bien. Eh ben, nous avons terminé cet entretien. Merci, monsieur Très bien, Poncarius. merci à vous. Non, c'était, je vais me répéter, encore de très bonnes questions. Donc, je persiste et je signe, non pas dans mes insultes, mais dans mes mises en garde envers tous les personnages que j'ai pu écorcher depuis quelques années. Et alors, quel est le dénominateur commun de toutes ces personnes? Est-ce qu'il y a un qualificatif qui Bon, est... pour beaucoup, c'est une origine semblable. On va vous accuser de voir des juifs partout. Encore une fois. Beckett, Anthony, Lesquin, Pichon, Rissen, puisque dernièrement, un de nos correspondants a affirmé qu'il était d'origine juive. Ouais, mais ça, il faut dire ça. C'est un correspondant qui l'a dit, c'est pas vous. Oui, c'est bien ce que je dis, c'est un correspondant. Alors, non mais n'importe qui peut l'affirmer. n'importe qui peut l'affirmer. Mais si c'est faux, pourquoi est-ce que Rissen, par exemple dans la réponse qu'il a faite tout à l'heure, enfin hier ou je ne sais plus quand, ne dit pas, voilà, encore une chose, on a médit sur moi, je ne suis pas d'origine juive. Mais pourquoi il dit rien? Non, parce qu'il va se dire, bon, je vais plutôt l'insulter, dire qu'il est dingue, il est dingo, comme ça passera tout. Ah oui, mais ça c'est très simple à dire, hein. Dingo, etc. Mais est-ce que c'est une réponse à ma démonstration et au texte que je sors? Pour lui et ceux qui l'appellent son armée, apparemment, oui, ça suffit. Son armée? C'est celui qui dit qu'il n'a pas de lecteur, il a une armée. Il a une armée, mais rappelez-vous quand il avait voulu... J'allais y venir. Dites-le Diane. Il avait demandé s'il y avait des volontaires pour venir le défendre et le garder. Il a une armée. Il faisait un appel sur Facebook. Pauvre type. Pauvre type. Et il ne se rend pas compte qu'il se démolit lui-même. Continue mon petit vieux, continue. Bon, la voilà, bon, sur ces bonnes paroles, on arrête.